dans la série d'entretiens que nous avons initiée sur la télévision du futur. Il est, comme nous vous le rappelons souvent, question pour nous de donner la parole aux leaders d'opinion du pays, aux hommes d'État, aux leaders politiques et même d'autres responsables politiques, où qu'ils soient, pour évidemment se prononcer sur la situation politique, la situation sociale et la situation économique de notre pays. Pour cet énième numéro, nous avons M. Casimir Oyemba. C'est un homme d'État, ancien gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, ancien Premier ministre, vice-président de l'Union nationale, le principal parti de l'opposition gabonaise. Nous rappelons à toutes fins utiles que Casimir Oyemba a été également, il a fait partie des candidats à la présidentielle d'août 2016, candidature justement qu'il a troqué pour une candidature consensuelle, celle de l'opposition gabonaise qui avait évidemment porté le choix sur Jean Ping, candidat justement lui également à cette élection. Monsieur Casimir Oyemba, TV+, vous remercie pour cet entretien que nous allons avoir avec vous pour faire le round-up de la vie de la nation en abordant des questions importantes relatives évidemment à l'économie, au social et même à la politique. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier TV+, d'être venu à moi pour m'interviewer, d'autant plus que je crois que c'est la première fois que je bénéficie de cette attention et de cet honneur. Sur la question que vous me posez, je suis vice-président de l'Union nationale, je suis membre de l'Union nationale. Ce parti, à l'occasion d'un congrès qui faisait suite lui-même, qui a organisé une primaire entre 3 militants de l'Union nationale qui souhaitaient faire acte de candidature à la candidature. Le congrès de l'Union nationale m'a investi comme son candidat à la suite de cette primaire. Et puis après, dans l'opposition, nous avons pensé, conformément aux vœux exprimés par des milliers et des milliers de Gabonais, et ce depuis les élections de 2009, depuis les élections présidentielles de 2009. Vous savez que j'avais déjà été candidat à ces élections présidentielles de 2009, et je dois dire que partout où j'allais faire campagne, je dis bien partout dans le Gabon, à l'époque nous étions au total 23 candidats avec M. Ali Bongo, donc en face de lui 22, partout où j'allais, les Gabonais me disaient « Mais comment se fait-il que vous soyez aussi nombreux face aux candidats du Parti démocratique gabonais? Est-ce que vous ne pouvez pas choisir entre vous un candidat que vous pouvez nous proposer contre M. Ali Bongo ?» Déjà en 2009, c'était un vœu général dans la population gabonaise. L'expression de ce vœu a continué jusqu'en 2016. Donc au moment où on arrive en 2016, nous, les candidats de l'opposition, nous savons que les Gabonais qui aspirent au changement souhaitent très vivement qu'il y ait un candidat de l'opposition face au candidat du Parti démocratique gabonais. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait, je passe sur les, comment dirais-je, les conditions d'arrière-cuisine, ce n'est pas ça qui est intéressant maintenant. Nous l'avons fait au forceps, vraiment à la dernière minute, mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et j'ai encore présent à l'esprit le souvenir du meeting du carrefour du marché de Nkembo, lorsque nous sommes allés pour annoncer cette grande nouvelle aux populations gabonaises. Je vous assure qu'en arrivant au carrefour de Nkembo, de voir la masse
des Gabonais qui étaient là, regroupés au carrefour de Nkembo, les cris de joie, d'encouragement, j'en avais le frisson. J'en avais le frisson. Et nous avons fait cela. Et puis, nous sommes allés aux élections. J'affirme, je ne suis pas le seul à le dire. Les observateurs internationaux des élections l'ont dit également. Nous avons gagné les élections. C'est M. Jamping qui a été élu dans les urnes par les Gabonais. Ça, c'est certain. Mais, bon, une chose est de gagner une élection, une autre chose est de prendre le pouvoir. Je ne reviens pas là-dessus, n'est-ce pas? Bon, les organismes qui sont chargés de l'élection au Gabon, les autorités qui sont chargées des élections au Gabon, le ministre de l'Intérieur, la CENAP et surtout la Cour constitutionnelle, ce sont ces autorités-là qui, d'après nos lois, donnent le résultat des élections. Donc, ces autorités, ces organismes ont fait leur travail d'une manière, sur laquelle je ne reviens pas, mais que, sans hésiter, je qualifie d'éhontée, grossière, ont donné le résultat officiel que nous connaissons. Et depuis lors, le Gabon est entré dans cette crise post-électorale avec des violences, avec des violations des droits de l'homme, des arrestations, des emprisonnements, etc. Sans compter ceux de nos compatriotes qui ont dû, de crainte de subir les rigueurs des autorités, ont dû s'exiler, fuir à l'étranger, n'est-ce pas? Tout ceci est bien regrettable. Chacun de nous aspire à vivre dans son pays et pas aller se cacher dans un autre pays. Donc, depuis lors, nous vivons cette crise post-électorale qui se manifeste dans tous les compartiments de la vie de notre pays. Dans tous les compartiments de la vie de notre pays. Et nous n'en sommes pas encore sortis. Nous n'en sommes pas encore sortis, malheureusement, pour notre pays. Nous sommes encore dedans. Et jusqu'ici, peut-être que j'ai de mauvaises lunettes, mais je n'ai pas encore perçu du côté du pouvoir des gestes forts. Donc je pourrais dire que oui, ils ont posé tel ou tel acte qui est de nature à décrisper l'atmosphère et à permettre de repartir sur un meilleur pied. D'accord. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-président de l'Union nationale, les téléspectateurs l'ont compris, c'était une préférence sans doute de démarrer par le volet politique et nous y sommes de plein pied. On évoque justement cette crise post-électorale qui naît au lendemain de cette élection présidentielle avec la crise qui est persistante. Et on note par ailleurs, du côté du pouvoir même, qui se dit être reconnu par la communauté internationale. Mais dans le même temps, Jamping, lui, continue de revendiquer sa victoire. Alors, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que vous, déjà, à votre niveau, vous pensez qu'un troisième dialogue politique est possible? Dialogue, d'ailleurs, dont vous faisiez la proposition au cours de l'une de vos sorties publiques, on le note le 26 mai 2017, et que la communauté internationale soutient maintenant. Et on note que cela est dans l'impasse, et où on révèle quand même une quadrature de cercle. Quelle est, selon vous, la solution de sortie de cette crise? Doit-on maintenir l'aspect lié à un autre dialogue politique? Écoutez, moi, Casimir Oyemba, je n'ai pas la solution à la crise. D'ailleurs, pourquoi faudrait-il que ce soit moi qui la trouve, cette solution? Je vais utiliser des mots simples
que nos téléspectateurs vont comprendre. Nous avons au Gabon un gros palabre entre nous. Ce palabre, c'est qu'il y a eu des élections présidentielles. Celui pour qui les Gabonais ont voté, d'après moi et d'après beaucoup de Gabonais et beaucoup d'observateurs, celui pour lequel les Gabonais ont voté, ce n'est pas lui qui est au palais. Vous l'avez dit, oui, moi je n'ai pas d'hésitation. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redis ici, devant votre télévision. M. Ping a gagné les élections. Mais M. Ali Bongo a pris le pouvoir. Aujourd'hui, c'est Ali Bongo qui est installé à la présidence de la République. C'est lui qui est au palais. C'est lui qui bénéficie de la légalité. Il ne bénéficie pas de la légitimité, mais la légalité est entre ses mains. De ce fait, c'est lui qui, de fait, sans enthousiasme, c'est sûr, mais c'est lui qui, de fait, est le président de la République gabonaise aux yeux des organismes internationaux et des autres États. Je le précise encore une fois, sans enthousiasme. Souvenons-nous, au lendemain de la prestation de serment de M. Ali Bongo, on n'a pas vu, comme auparavant, comme c'était le cas du temps des élections du président Omar Bongo, on n'a pas vu tout de suite des messages de félicitations arriver, n'est-ce pas? Ça a été, allez, on va dire, très laborieux, très lent. Bon, c'est la façon pour les autres États de dire, ah, les élections qui se sont passées au Gabon, là, c'était pas tout à fait clair. Mais les États, ce sont des États. Dans la vie internationale, le droit international est basé sur le principe de l'effectivité. C'est celui qui, effectivement, exerce l'autorité, le pouvoir politique, administratif dans un pays, c'est avec celui-là qu'on traite. Parce que c'est lui qui, encore une fois, a la légalité. Les ambassadeurs des pays étrangers qui sont accrédités auprès de la République gabonaise, ils présentent leur lettre de créance à M. Ali Bongo. Ça ne veut pas dire qu'ils approuvent la proclamation des élections qui a été faite en 2016. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Ils regardent qui commande au Gabon, qui nomme les hauts fonctionnaires, qui nomme les directeurs généraux, qui nomme les ministres, qui signe les décrets, qui nomme les préfets, les gouverneurs, les ambassadeurs du Gabon à l'extérieur, les chefs de corps dans les forces de sécurité. C'est tout ce qu'ils regardent. C'est ça l'effectivité. Alors, maintenant, ce palabre-là, mais il faut bien le régler. Moi, je dis qu'il n'est pas bon que notre pays reste, s'installe dans la situation où il est aujourd'hui. Ce n'est pas bon pour le pays. Les choses sont arrêtées. Il y a des Gabonais qui n'osent plus se dire bonjour, se parler. Tout ça n'est pas bon. Les entreprises ne travaillent pas, n'est-ce pas? Des grèves éclatent partout. Moi, ça fait pratiquement un mois que je n'ai pas pu ouvrir ma boîte postale pour prendre le courrier qui m'est destiné parce que la poste est en grève, donc le tri ne se fait plus. Bref, des tas de manifestations que chaque Gabonais voit. Donc moi je dis, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut trouver une solution. Et je pars simplement de l'idée que depuis que les hommes sont sur Terre, quand ils ont un palabre entre eux,
Mais ils s'asseyent pour parler. Je n'énonce que, j'allais dire, une technique, se parler. On ne peut pas dire qu'on a un palabre ensemble, on veut le régler sans se parler. Ce n'est pas possible. Si j'ai un problème avec mon frère dans ma famille, ben oui, il faut que je rencontre mon frère pour que je lui dise, écoute, tu m'as fait telle chose, je ne l'ai pas apprécié. Lui aussi va me dire, toi aussi tu m'as fait telle chose, je n'ai pas apprécié, et on trouve une solution. Comment voulez-vous que les Gabonais règlent le problème important, grave, dans lequel se trouve notre pays, sans jamais se parler? Moi, je ne crois pas à ça. Donc je dis, il faut se parler. Alors, vos confrères ont baptisé ça le troisième dialogue, parce qu'il y a eu le dialogue organisé par M. Ping, il y a eu le dialogue organisé par Ali, à Ngondje, donc ils appellent ça un troisième dialogue. Moi je m'en fous, moi, des numéros. Troisième, quatrième, cinquième, sixième dialogue, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait en soi. Je réaffirme que pour régler le problème de la crise post-électorale qui sévit dans notre pays depuis les élections d'août 2016, nous, Gabonais, nous devons régler ce problème. Et pour le régler, il faut que nous acceptions de parler ensemble. Monsieur le Premier ministre, vous étiez, avant d'être Premier ministre, bien sûr, fonctionnaire international, on va le dire. Et des rapports, vous les avez à l'international aussi, comme bien d'autres, comme vous. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez quand même les retours de l'international quant à la possibilité de résoudre cette crise post-électorale qui sévit actuellement au Gabon? Écoutez, je vois beaucoup de monde. Quand je me déplace, je vois des hommes politiques qui travaillent, qui sont affiliés à des partis politiques. Certains de ces partis sont au pouvoir, d'autres sont dans l'opposition. Je rencontre des gens de ce qu'on appelle communément la société civile. Je rencontre des gens des milieux d'affaires. Je rencontre des diplomates étrangers, etc., etc. Ce que je peux dire de manière certaine, c'est que depuis août 2016, tous les gens que j'ai rencontrés, je n'ai vu aucun qui me dit « Oui, Ali Bongo a réellement gagné les élections ». Je n'en ai vu aucun. Aucun. En revanche, ils se disent « Bon, c'est vrai, votre pays est dans cette situation, bon, mais vous n'êtes pas le seul d'ailleurs en Afrique à être dans cette situation où des élections se sont passées un peu comme ça, comme on dit, n'est-ce pas? Mais il faut trouver une solution à votre problème, il faut que vous arrangiez, trouvez un moyen d'arranger, parlez-vous. Voilà ce que les gens me disent, partout. Les organisations internationales, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, etc. Elles ont été créées pour quoi? Elles ont été créées pour prôner la paix dans les pays membres et au niveau international. Vous ne verrez pas une seule organisation internationale qui, voyant deux États qui sont en difficulté dans leur rapport, ou à l'intérieur d'un pays, des enfants de ce pays qui ont des difficultés entre eux, vous ne verrez aucune organisation internationale qui viendra nous dire à nous Gabonais, ah, vous avez un palabre entre vous, bon, battez-vous. Aucune organisation internationale ne viendra dire ça. Toutes les organisations internationales viendront nous dire, bon, écoutez, vous avez un palabre entre vous, essayez de trouver une solution pour que la paix puisse régner dans votre pays. C'est le rôle des organisations internationales. C'est pour ça qu'elles ont été créées. Je prends le cas de l'Union européenne. L'Union européenne, le marché commun et tout ça, est créé après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les Européens se sont tapés dessus, n'est-ce pas?
ils ont perdu des gens, ils ont détruit des infrastructures, des maisons, des ponts, des routes, des usines, etc. Et ils se sont dit, non, nous ne pouvons pas continuer à nous taper dessus comme ça, là. C'est pour ça qu'ils ont créé l'ONU. C'est pour ça qu'on a créé l'Union européenne, pour que la paix règne. Donc, pour répondre très clairement à votre question, je n'ai rencontré personne qui me dit, oui, les Gabonais, vous avez un problème entre vous, allez, battez-vous. Personne. Tous, d'une manière ou d'une autre, m'ont fait comprendre que, bon, il y a un problème. Essayez entre vous de trouver une solution. Voilà. Et l'une des solutions, évidemment, c'est, on va le dire, entre autres le dialogue, mais il y a également un dialogue que d'aucuns, du moins on va le dire, que le président Ping espère, dialogue uniquement pour la passation de charges. Je m'en vais vous poser une question. Le président Ping qui prédit, par exemple, la fin du régime Bongo PDG en janvier 2018, à quelques jours de cette échéance. Et dans le contexte actuel, est-ce que vous pensez cela possible ou que cela relève tout simplement du rêve? Écoutez, je travaille avec M. Ping, moi et d'autres, depuis les élections de août 2016. Je reconnais une chose. M. Ping a toujours dit que c'est lui qui a gagné les élections, que ce qu'il demande, c'est le rétablissement de la vérité des urnes et donc une passation pacifique du pouvoir entre M. Ali Bongo et lui, et qu'il serait prêt, dans cette hypothèse-là, à donner à M. Ali Bongo toutes les garanties qu'il voudra pour sa sécurité, pour sa liberté de circulation, etc. etc. M. Ping avait fait une tournée en Europe il y a quelques mois. Bien. Au retour de cette tournée, il nous a rendu compte, en quelque sorte, déjà à l'époque, il nous avait dit que la perspective du départ de M. Ali Bongo du pouvoir, donc de son accession à lui, M. Ping au pouvoir, était proche. Très proche même. Vous l'avez rappelé, il vient à nouveau de dire que d'ici janvier 2018, les choses vont se clarifier. Je souhaite que ça se passe comme il l'a indiqué, parce que oui, c'est pour lui que j'ai voté. C'est pour lui que j'ai demandé aux Gabonais de voter pour lui, notamment ceux de mon parti. Et croyez-moi, ce n'était pas facile de dire aux militants de l'Union nationale qui m'avaient investi qu'il fallait maintenant voter pour M. Ping. Les Gabonais nous ont suivis. M. Ping lui-même, au cours de la campagne électorale, quand je l'ai accompagné dans les tournées à l'intérieur pour faire campagne, après la candidature unique, il disait aux Gabonais, je suis sûr que vous l'avez entendu comme moi, votez le 27 août pour moi, pour le candidat unique que je suis de l'opposition, et moi je ferai le reste. Je me souviens très bien de ces paroles-là. Bon, donc je souhaite que les prévisions de M. Ping se réalisent. Il était mon candidat. C'est pour lui que j'ai voté. Si demain il est au palais, moi je serai content. Mais jusqu'ici, je dois à la vérité de dire aux téléspectateurs qui vont me regarder que jusqu'ici, je n'ai pas encore vu des signes, comment dirais-je, dignes de foi, des signes me permettant d'affirmer que oui, ça va se faire. Non, je ne peux pas le dire, très honnêtement, je ne peux pas le dire.
Qui pourrait le dire et qui pourrait avoir la réponse? En tout cas, il suffit juste d'attendre. Le temps nous le dira sans doute. Et malgré la crise post-électorale, la vie politique de la nation continue. Et vous, votre parti, évidemment, aussi continue ses activités, puisqu'on note également que d'autres états-majors s'activent et s'activent sur le terrain pour la participation aux élections législatives annoncées pour le mois d'avril prochain, si toutefois elles ne sont pas une énième fois repoussées. Selon vous, les conditions sont-elles réunies aujourd'hui pour l'organisation des élections législatives libres, justes et transparentes qui pourraient ramener la stabilité du Gabon, comme vous, en politique, vous l'avez toujours souhaité? Les conditions électorales qui sont en vigueur dans notre pays pour le moment, oui, je ne pense pas qu'elles soient de nature à permettre une élection libre, transparente et donc apaisée. La liste électorale, bon, c'est à l'avenant, n'est-ce pas? Nous avons vu dernièrement ce qui s'est passé aux élections internes du Parti démocratique gabonais. C'est cafouillage, c'est... Bon, si déjà, pour les élections à l'intérieur du PDG, c'est cafouilleux comme ça, on peut imaginer ce qui se passerait dans le cadre d'une élection générale. Non, très honnêtement, non. Je ne me satisfais pas des conditions électorales qui sont pour le moment en vigueur dans notre pays. Mais l'opposition, en général, et en particulier l'Union nationale, depuis longtemps, nous avons formulé des idées, des propositions pour revoir ces choses-là. Donc, il faut d'abord qu'on aille, qu'on revoie un peu tout ce dispositif, la composition de la Cour constitutionnelle, son fonctionnement, la CENAP, etc. Enfin, bref, il y a des tas de choses à faire. Il y a des tas de choses à faire. La distribution des cartes d'identité. Monsieur, figurez-vous que moi, Gabonais, moi je n'ai pas de carte d'identité aujourd'hui. Je n'ai pas de carte d'identité. J'ai été me faire enregistrer, c'était en Toum, j'étais encore aux affaires à l'époque. Le préfet, le chef de la brigade de gendarmerie m'ont accompagné, là où on faisait... il y avait une brigade de police qui circulait partout. Depuis lors, je n'ai toujours pas ma carte d'identité. Attention à ne pas vous faire arrêter, monsieur le Premier ministre. Comment? Attention à ne pas vous faire arrêter, hein. Il faut l'avoir, la carte nationale. Non, j'ai quand même un passeport. J'ai quand même un passeport. Donc, quand on m'arrête, je présente mon passeport. Bon. Non, ceci pour dire, n'est-ce pas, que les conditions ne sont pas encore réunies. Mais est-ce que nous devons attendre que les conditions soient parfaites avant de participer à une élection au Gabon? Je dis non, ce n'est pas réaliste non plus. C'est avec ces conditions-là que nous avons gagné les élections présidentielles. C'est avec ces conditions-là. Donc, dire que attendons d'abord que des conditions électorales soient parfaites, disons comparables à ce qui existe dans les pays de vieille démocratie, avant de participer à une élection, non, je ne crois pas que ce soit réaliste. Je pense que dans la situation actuelle, on peut aller aux élections. C'est ce que nous avons décidé pour les élections présidentielles. Nous savions très bien que les conditions n'étaient pas parfaites. Nous avons néanmoins décidé d'aller aux élections et nous avons gagné. Donc, si on s'organise, on peut faire un résultat. On peut faire un résultat à condition de s'organiser. Parce que les Gabonais, je pense, beaucoup de Gabonais aujourd'hui ne sont pas satisfaits de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, etc. Donc, je pense que les Gabonais qui réellement veulent qu'un changement profond arrive dans notre pays, je crois qu'ils sont une large majorité. Et c'est une façon de préciser à l'opinion qu'effectivement l'Union nationale s'organise et pourrait naturellement participer si toutefois elle est organisée. Mais d'un autre côté, il y a qu'au sein de la coalition,
tant que la question de la crise post-électorale n'est pas réglée, pas question d'aller aux élections. Vous faites partie de la coalition. La question est encore abordée dans ce sens? Oui, nous avons eu du mal d'abord à l'aborder, enfin ça a mis du temps, mais finalement, oui, nous en parlons. Depuis plusieurs semaines, nous parlons de ce problème. Je mentirais de vous dire que ce sont des échanges aisés, faciles, ce sont des discussions faciles. Non. Il y a, tout le monde le sait, ce n'est pas une révélation que je fais devant vous. Tout le monde sait très bien qu'au sein de la coalition, il y a des gens qui estiment qu'il ne faut pas aller aux élections législatives parce qu'ils ont des tas de raisons, hein. Ils avancent des tas de raisons, que les conditions électorales ne sont pas clean, que ça légitimerait le pouvoir de M. Ali Bongo, etc. etc. Bon, que ça détournerait du combat pour la vérité des urnes que nous menons depuis les élections d'août 2016. Enfin bref, il y a des tas de raisons. Ils avancent des tas de raisons. Moi, personnellement, Casimiro Yemba, je dis que les conditions ne sont pas idéales. D'accord. Mais ce sont ces conditions-là déjà qui existaient au moment des élections présidentielles. Donc, je pense qu'il vaut mieux que nous allions aux élections. Je le pense. Je l'ai dit au sein de mon parti, à plusieurs reprises, et depuis longtemps. Je l'ai dit aussi dans des déclarations, etc. Si nous nous organisons, il faut s'organiser pour pouvoir capter l'aspiration profonde au changement que je sens dans l'opinion gabonaise. Il faut s'organiser. Si nous y allons la fleur au fusil, en dilettante, non, nous n'obtiendrons aucun résultat. Mais si nous nous organisons, sérieusement, je pense qu'on peut obtenir un résultat qui sera significatif. Et pourquoi pas même gagner les élections législatives. Voilà, et avoir la majorité au niveau du Parlement. Et c'est bien de ce Parlement dont nous allons parler, Monsieur le Premier ministre, puisque une autre question tout aussi importante fait d'ailleurs l'actualité depuis le mois de septembre dernier. Il s'agit de l'initiative prise par le gouvernement République par voie parlementaire d'une révision de la Constitution, évidemment, qui vient d'obtenir, on le sait, il y a un peu plus de 48 heures, l'approbation de l'Assemblée nationale. Il ne reste plus que celle du Sénat et la boucle sera bouclée, comme on dit, pour que cette Constitution soit effective et appliquée. Notons par ailleurs que c'est la deuxième révision de la Constitution en 7 ans, initiée par l'actuel chef de l'exécutif. Des articles nouveaux y ont été ajoutés, notons en cas de cohabitation, par exemple, au niveau de l'État, le Premier ministre n'aurait plus les mêmes prérogatives. À votre avis, autant d'évolution de la Constitution en si peu de temps, et éventuellement, que reprocheriez-vous à cette nouvelle révision constitutionnelle? On rappelle que c'est seulement à l'Assemblée nationale que le texte a été finalement adopté. Je commencerai par dire que une constitution est révisable, surtout dans un pays jeune comme le nôtre, qui est en pleine évolution. Sur le plan du principe, on peut comprendre que périodiquement, les choses, la société bouge, les idées évoluent, donc on peut comprendre qu'il soit nécessaire d'apporter quelques retouches à la loi fondamentale. Mais il faut que ces retouches, elles apparaissent, j'allais dire, d'une manière évidente à tout le monde, qu'elles sont nécessaires. Je ne suis pas sûr, je suis même plutôt sûr du contraire. Je voulais dire que je ne suis pas sûr que les retouches qui ont été apportées vont véritablement dans le sens d'une amélioration des choses dans notre pays. Amélioration dans le sens d'une
meilleure vie politique, meilleure animation de la vie politique, amélioration dans le sens d'une meilleure stabilité du pays, d'un meilleur fonctionnement des institutions. Je suis plutôt convaincu du contraire. Je suis plutôt convaincu du contraire. Et M. Ali Bongo est au palais depuis 2009. Bon, vous l'avez dit, c'est la deuxième fois qu'il va réviser la Constitution. Bon, il a 8 ans de pouvoir, 2 révisions constitutionnelles en 8 ans, ça fait quand même un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Donc, je ne suis pas sûr. Je pense que les motivations, elles se rattachent à une volonté d'une plus grande mainmise sur le fonctionnement des institutions, un renforcement du pouvoir. Je crois que c'est surtout ça. En tout cas, pour ma part, il y a 2 ou 3 choses, sans s'étendre, il y a 2 ou 3 choses qui, moi, m'arrêtent par rapport à cette Constitution. Il y a d'abord le fait de la non-limitation des mandats présidentiels. Je mets ça en premier. Je pense que pour le moment, il est préférable dans notre pays, comme dans beaucoup de pays africains, parce que les mœurs politiques ne sont pas encore, comment dire, suffisamment, comment dirais-je, elles ne sont pas encore suffisamment dégagées de préoccupations obscures, n'est-ce pas? Je dirais ça comme ça. Donc, je pense que pour le moment, au Gabon, il est préférable de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels possibles. Et le fait que le dialogue d'Angondje et le projet de révision constitutionnelle ouvrent la possibilité de se présenter autant de fois qu'on veut, ça ne me paraît pas aller dans le bon sens. La deuxième chose, c'est que, qui m'arrête aussi, c'est que je pense qu'il est bon que les institutions, que chaque institution joue son rôle. J'ai comme l'impression que le gouvernement, à travers son Premier ministre, sont mis un peu sous le boisseau, n'est-ce pas, au profit du pouvoir du chef de l'État. Ce déséquilibre n'est pas très satisfaisant. Je suis d'accord que le président de la République est censé être élu par l'ensemble de la nation. Le Premier ministre n'est que nommé par le chef de l'État. Mais il est responsable devant la représentation parlementaire, devant l'Assemblée nationale, qui elle-même représente le peuple gabonais. Donc, le fait que le curseur, que le balancier soit déplacé un peu du chef du gouvernement au chef de l'État, pour moi, ça ne va pas tout à fait dans le bon sens. Une troisième chose qui m'arrête un peu, pas un peu, je pars du principe que j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui est investi de la fonction présidentielle dans un pays. C'est très important. Il faut que dans un pays, il y ait une autorité suprême. Cette autorité suprême, c'est effectivement le chef de l'État, d'après nos règles constitutionnelles. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cette fonction. Néanmoins, cette fonction, elle n'est exercée que par un être humain. C'est un être humain qui, un jour, est investi de la fonction de président de la République dans un pays. Comme c'est un être humain,
qui a des qualités, assurément. Mais comme c'est un être humain, ça veut dire qu'il peut se tromper, qu'il peut commettre des erreurs. Un jour, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Et c'est déjà arrivé. Donc, j'ai comme l'impression que dans cette révision constitutionnelle, on s'est arrangé pour que la personne qui est investie de la charge de chef de l'État soit en quelque sorte placée dans une situation de quasi-impunité ou même d'impunité. Pour mon esprit, ce n'est pas satisfaisant. Moi, je pense qu'un être humain, fût-il chef de l'État dans son pays, doit toujours pouvoir rendre compte. Qu'on dise qu'un être humain ne pourra jamais, on ne pourra jamais, pratiquement, en pratique, hein, il ne s'agit pas de... Hein, on ne pourra jamais lui demander des comptes, intellectuellement, ça ne me satisfait pas. Donc voilà 2 ou 3 points sur lesquels je cale un peu par rapport à cette révision constitutionnelle. Mais il y en a certainement d'autres. Mais je crois que le temps nous manque pour... On va quand même en parler d'autres que l'on pourrait évoquer. On rappelle à nos chers téléspectateurs que vous, Casimir Oyemba, vous avez été Premier ministre du Gabon dans les années 90. Mais une question se pose avec cette révision constitutionnelle, au sommet de l'État d'ailleurs. Pourquoi on va dire, une cohabitation, puisque c'est de cela dont il est question aussi, la crainte de la cohabitation au sommet de l'État. Pourquoi peut-elle faire peur, puisqu'on sait, par exemple, que même en France, la France qui sert de modèle au Gabon, ces cas de figure ont été observables. Oui, non, vous posez là une question très, très, très pertinente. Le jeu institutionnel, c'est qu'il y a un jour une élection présidentielle dans un pays, et puis un autre jour, il y a des élections législatives dans un pays. Bon, nous sommes dans l'idée, nos institutions sont bâties sur l'idée que quand il y a des élections parlementaires, ben oui, les forces politiques qui gagnent les élections législatives, c'est dans ces forces politiques qu'on prend le Premier ministre et le gouvernement applique la politique de ces forces politiques, n'est-ce pas? Notre schéma institutionnel, il est bâti sur cette idée générale. Donc oui, ça aussi, c'est un autre point qui m'arrête dans cette révision constitutionnelle parce que, en fait, on s'est arrangé. C'est comme si on se disait, si jamais demain, ce n'est pas le PDG qui gagne les élections législatives, n'est-ce pas? Donc le Premier ministre et le gouvernement seront composés majoritairement de gens qui sont opposés au PDG. Donc il faut s'arranger, n'est-ce pas, pour que ces gens-là ne puissent pas mener leur politique. Moi, je dis que c'est totalement antidémocratique. Si les Gabonais votent aux élections législatives pour une majorité différente, autre que celle du PDG, mais les Gabonais sont libres de voter. S'ils votent dans ce sens-là, on doit appliquer la politique de cette nouvelle majorité. On ne doit pas s'arranger au travers d'une révision constitutionnelle pour que cette nouvelle éventuelle majorité soit en réalité impuissante. Ce n'est pas démocratique du tout. C'est quelque part nier le pouvoir que les Gabonais ont de choisir leurs députés, de donner une majorité à l'Assemblée nationale à telle ou telle force politique. Ça, je trouve que c'est tout à fait pervers. Le mot a tout son sens dans cette situation. On va clôturer le volet politique, Monsieur le Premier ministre, avec une autre question. On ne peut pas être d'accord ou être d'accord, c'est selon, avec cette nouvelle révision constitutionnelle. Cela dépend encore de quel camp on peut se situer, de l'opposition ou de la majorité. Mais néanmoins, au plan du système électoral, ce projet comporte quelques avancées et quelques aspects liés au retour de la démocratie. Même si ce n'est pas la Constitution
constitution de 1990 qui a été l'une des... de 91, pardon, prise au sortir de la conférence nationale, qui a été celle qui aujourd'hui est encore dans les souvenirs de tous les hommes politiques de la nation. Quel sentiment avez-vous par rapport à ça? Écoutez, je ne veux pas parler longuement de cette constitution de 91 parce que j'étais, vous l'avez indiqué, j'étais aux affaires à l'époque. J'ai apporté ma petite pierre à l'élaboration de cette constitution. D'ailleurs, ma signature figure au bas de ce texte constitutionnel. Mais c'est vrai qu'au sortir de la conférence nationale, un certain nombre d'idées qui avaient été retenues par les Gabonais au cours de ces grandes assises ont été, le gouvernement était chargé de les mettre en œuvre, de les transcrire dans les textes et spécialement dans la Constitution. C'est ce que nous avons fait avec la Constitution de 1991 et je me félicite que bien des années après, dans l'esprit, comme vous l'avez dit, dans l'esprit des Gabonais, c'est un peu une constitution référence, n'est-ce pas? Et justement, l'actuel projet qui est en examen devant le Parlement s'écarte sur beaucoup de points de cette constitution de 91, ce qui montre bien qu'on ne va pas dans la bonne direction. On ne va pas dans la direction de la réaffirmation de la démocratie au Gabon. On va plutôt vers autre chose, un renforcement du pouvoir personnel, etc. Donc, non, moi je suis en effet pour que, d'une manière ou d'une autre, on essaye de retrouver un peu les principes qui étaient dans la Constitution de 1991. Voilà, il faudrait y croire, bien sûr. Avec les actions des hommes politiques comme vous, vous y arriverez sans doute à ramener la sérénité. Monsieur le Premier ministre, nous abordons les questions économiques. On le sait, le Gabon, depuis 2016, connaît l'une des crises économiques et financières les plus dures qu'il n'ait jamais connues, que le Gabon n'ait jamais connu. L'impact au niveau de l'économie nationale et au plan social est désastreux, avec, bien entendu, des baisses importantes des chiffres d'affaires des entreprises, des PME, des licenciements massifs dans ces entreprises, les blocages liés à l'intégration des fonctionnaires au niveau de la fonction publique, la suspension des retards criards de paiement des primes aux agents de l'État, la hausse des prix des produits pétroliers, des produits de première nécessité et la baisse drastique du pouvoir d'achat des Gabonais, avec, bien entendu, l'explosion de la précarité, le délitement du tissu social et, ajouté à cela, le chômage qui frôle la barre des 35%. Peut-on expliquer que tous ces maux sont la cause, effectivement, Monsieur le Premier ministre, d'une conjonction de la baisse de la production pétrolière du Gabon, d'une part, et de la baisse des prix du baril au niveau international, d'autre part. Qu'en est-il exactement, selon vous, économiste rompu par ailleurs? Les Gabonais vous écoutent. Je commencerai par dire que la description que vous faites de la situation économique particulièrement difficile dans laquelle se trouve notre pays, elle est éloquente. Moi, je souscris tout à fait à cette description. Je n'ai pas besoin donc de répéter les manifestations de cette crise économique. Maintenant, pour en venir à la question que vous me posez, quelle est la part, quel est le rôle de la baisse des prix du pétrole? Il est incontestable qu'un pays comme le nôtre, qui tire, allez, on va dire, autour de 50, 55, 60% de ses recettes publiques de l'exploitation du pétrole, directement ou indirectement, il est évident que si les prix du pétrole baissent drastiquement, comme ça a été le cas à partir du deuxième semestre de 2014, oui, bien sûr,
nous subissons de plein fouet cette baisse des prix du pétrole sur le marché international. Mais nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays pétroliers ont subi les conséquences de cette baisse du pétrole. Même l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Nigeria, enfin bref, tous les pays pétroliers. Bien. Mais je dirais ceci. Premièrement, le rôle d'un gouvernement, c'est de prévoir et d'anticiper. Les économistes savent que lorsque le prix d'une denrée augmente de manière exponentielle, cette augmentation ne peut pas être éternelle. Il arrivera forcément, c'est le bon sens d'ailleurs, hein, il arrivera forcément un moment où cette augmentation va s'arrêter et où même on observera un reflux. C'est comme ça. Donc, le rôle du gouvernement était de se dire « Ah, les prix du pétrole augmentent. Ça veut dire qu'un jour, cette augmentation risque de s'arrêter et que peut-être ils vont baisser. » Donc, il faut prévoir, anticiper et se dire que, bon, tant que nous gagnons beaucoup d'argent avec l'augmentation du prix du pétrole, peut-être serait-il prudent de ne pas dépenser tout cet argent, d'en mettre une partie de côté pour que lorsque les prix vont commencer à redescendre, on puisse quand même amortir le choc, n'est-ce pas? On peut aussi se dire, bon, nous avons gagné beaucoup d'argent, et c'est le cas. Notre pays a gagné beaucoup d'argent entre 2009 et 2014, n'est-ce pas? Bon, donc, faire des choses qui nous permettront d'avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir continuer à vivre lorsque les prix du pétrole vont baisser. Créer de nouvelles activités, élargir la base des activités dans le pays, faire ce qu'on appelle la diversification, de la vraie diversification. L'après-pétrole, ce qu'on a appelé préparer l'après-pétrole, moi j'entends parler de ça, ça fait 40 ans, 45 ans qu'on parle de ça. Avant que j'aille à Yaoundé ou au Cameroun, on parlait déjà de la préparation de l'après-pétrole au Gabon. Bon, donc on doit le faire. Donc c'est ça le rôle du dirigeant d'un pays, c'est de prévoir et de s'organiser de façon à ce que les chocs qui risquent d'intervenir soient un tout petit peu amortis. Je suis au regret de dire que ce travail d'anticipation n'a pas été fait, ou disons n'a pas été fait suffisamment tôt et avec suffisamment de vigueur et de détermination. Vous pensez que c'était pas une question de volonté, non? C'est une question à la fois de clairvoyance politique et de volonté politique aussi. Clairvoyance, voir que, oui, demain après-demain, tel choc risque de se produire et affecter notre économie, et puis la volonté d'y faire face dans des conditions qui permettent au pays de ne pas trop souffrir. Et quitte à être sous ajustement structurel, comme on en a parlé, même du temps où vous étiez Premier ministre, puisqu'il y a eu un programme d'ajustement structurel à ce moment-là, imposé par le Fonds monétaire international. Ce fut le cas. Donc, vous savez exactement de quoi il en ressort. Alors, la question est, de votre expérience passée à la primature de 1990 à 1994, pensez-vous que le déroulement actuel du programme d'ajustement structurel par les autorités gabonaises avec les institutions de Bretton Woods va nous permettre, ou du moins va permettre au Gabon de sortir de cette crise sévère? Je l'espère. Mais avant de répondre directement à votre question, parce que moi j'aime pas faire de la démagogie, n'est-ce pas? Les gens voient l'arrivée du Fonds monétaire international au Gabon comme la punition extrême. Je dis ceci, c'est nous qui
appelons le Fonds monétaire international? Nous appelons le Fonds monétaire international d'abord par les errements de notre gouvernance. C'est parce que nous avons mal géré nos affaires que nous avons été, à un moment donné, obligés d'appeler le Fonds monétaire international au secours. Si nous gérons bien nos affaires, nous n'aurons pas besoin d'appeler le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, il vient dans un pays quand on l'appelle pour arranger des situations qui sont en désordre. C'est pour ça qu'il vient. Un pays, je ne sais pas moi, prenons un pays comme la Suède, n'est-ce pas? L'Autriche. Je prends des pays qui sont correctement gérés. Le Fonds monétaire ne va pas là-bas. En revanche, un pays comme la Grèce, pendant de très très longues années, s'est géré d'une manière pas tout à fait orthodoxe. Chacun le reconnaît, même les Grecs eux-mêmes le reconnaissent. Donc, ils ont été obligés de recourir au Fonds monétaire international, qui leur a infligé une potion amère, n'est-ce pas, qu'ils continuent à avaler encore aujourd'hui. Mais ça, c'est le résultat de plusieurs années de mauvaise gestion. Donc, je commence par le dire. Il ne faut pas que les Gabonais pensent que le Fonds monétaire vient chez nous, s'impose. Non, c'est parce que nous avons mal géré nos affaires que nous avons été contraints d'appeler le Fonds monétaire international. Donc si nous ne voulons pas, demain, après-demain, appeler le Fonds monétaire international à la rescousse, gérons bien nos affaires. Voilà. Donc maintenant, est-ce que ce programme qui a été conclu, et puis je sais que, moi j'ai lu les journaux ici, le mot programme d'ajustement structurel, c'est un gros mot, n'est-ce pas? On évite de l'employer, etc. Oui, bon, c'est une autre façon de dire que nous sommes en ajustement. Nous sommes en ajustement. Ce n'est pas honteux d'être en ajustement. L'essentiel est de prendre des dispositions qui vous permettent de sortir de la situation. Donc, moi, je ne peux pas souhaiter que mon pays échoue. Moi, je suis dans l'opposition aujourd'hui. Je ne souhaite pas que le gouvernement échoue. Non. Je souhaite qu'il réussisse. Parce que si le gouvernement échoue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Gabon qui échoue. Et si le Gabon échoue, c'est nous tous qui allons souffrir. Moi y compris. Si ce n'est pas déjà le cas. Bon, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Nous souffrons. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que nous cessions de souffrir. Donc, que le gouvernement fasse en sorte que les souffrances du peuple gabonais s'estompent et que la croissance revienne, que les gens retrouvent à nouveau de l'emploi, etc. C'est ça que je souhaite. Maintenant, donc je souhaite, oui, le programme de relance économique qui a été initié par le gouvernement, je souhaite qu'il marche. Je souhaite qu'il marche. Mais est-ce qu'il marchera? C'est au gouvernement de me le prouver, de nous le prouver. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas l'affirmer qu'il va marcher. Voilà. Est-ce que ce plan marchera? La question est posée de manière globale. Et c'est la question que se posent nombre de compatriotes et d'autres observateurs de la vie socio-politique et même économique de notre pays. On en veut pour preuve la dette publique du Gabon, qui en 2008 représentait 800 milliards de francs CFA, et donc 10% du produit intérieur brut. Elle a désormais atteint le chiffre record en 2017, soit 10 ans après, de plus de 4 000 milliards de francs CFA, soit plus de 60% du produit intérieur brut, bien au-delà du standard international de 40% maximum prévu et imposé à tous les pays. Alors, la question, quelle est la cause de cette explosion de la dette publique du Gabon qui étrangle aujourd'hui tous les secteurs d'activité? Une dette qui a été contractée de 2009 à 2017 alors que les revenus pétroliers, comme nous le disions tantôt, ont été colossaux. C'est plutôt du jamais vu, direz-vous. Oui, on peut dire ça. On peut dire en effet que c'est du jamais vu parce que disons, en gros, 2009 et 2014, même un peu avant, nous avons engrangé des ressources extrêmement importantes que
nous ayons été, par la suite, à partir de 2014-2015, à nous endetter au niveau que vous venez de rappeler, est tout simplement, pour moi, la marque de la mauvaise gestion. Bien sûr, on me dira, oui, les prix du pétrole ont baissé, mais nous avons déjà évoqué cet aspect. Mais je pense que le niveau de l'endettement que nous avons aujourd'hui, qui s'est beaucoup élevé, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que on peut considérer, n'est-ce pas, que nous avons encore une petite marge. Je pense. Mais notre endettement s'est déjà beaucoup alourdi et je pense qu'il serait de bonne politique d'essayer quand même de le maîtriser un peu mieux que nous l'avons fait jusqu'ici. Mais ce que surtout je voudrais dire, c'est que ce qui est important dans l'endettement, c'est deux choses, d'après moi. Ce qu'on fait avec le produit de cet endettement, ce qu'on fait. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles on s'endette. Si je m'endette pour de la consommation, n'est-ce pas? Ce n'est pas valable. En revanche, si je m'endette pour m'équiper, s'agissant d'un pays, pour construire des infrastructures, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour lancer de nouvelles activités, oui, je dirais que c'est un bon endettement. Pourquoi? Parce que c'est un endettement qui va améliorer, augmenter les capacités productives du pays. Donc, me permettre d'avoir de nouvelles ressources. Ça, c'est un bon endettement. Maintenant, si je m'endette pour uniquement les dépenses de fonctionnement de l'État, qui ne rapportent pas, qui n'augmentent pas les capacités productives, ça, c'est condamnable. Première chose. Deuxième chose, les conditions selon lesquelles je m'endette. Il faut qu'une dette soit supportable. C'est-à-dire que les activités qu'elle permet d'initier, les ressources nouvelles, additionnelles que produiront ces activités, il faut que ces ressources me permettent de rembourser la dette que j'ai préalablement contractée. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je risque d'être étranglé, n'est-ce pas, par des conditions de remboursement que je ne pourrais pas assumer, n'est-ce pas. Donc voilà les deux choses que je dis. L'endettement, de manière générale, il faut toujours l'apprécier à l'aune de ces deux éléments-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais de l'endettement et à quelles conditions je m'endette? Est-ce que ces conditions sont supportables? Beaucoup pensent que c'est une spirale plutôt vicieuse. Cette spirale de l'endettement, elle est plutôt vicieuse et qu'effectivement, comme vous dites, ça pourrait véritablement étrangler les Gabonais. Moi aussi, je ne suis pas loin de partager leurs craintes, ce d'autant plus qu'une partie des crédits qui nous ont été accordés récemment par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, etc., par la BAD, etc., une partie, au lieu de financer des projets, sert en fait à rembourser des dettes que nous avions vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des institutions internationales. Alors vous comprenez, m'endetter simplement pour rembourser les dettes que j'avais auparavant, ça ne fait pas beaucoup avancer. Et il faut peut-être craindre le pire. Le pire, comme vous le dites si bien, il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement d'échouer. Le gouvernement pourra-t-il s'en sortir dans cette situation? Il n'y a que le temps pour pouvoir révéler le contraire. Monsieur le Premier ministre, nous tirons vers la fin de cet entretien. Une autre grosse préoccupation. On note que la situation économique et monétaire difficile dans la zone CEMAC a été
abordé, c'était à Yaoundé, au Cameroun, le 23 décembre 2016, il y a donc un an, lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC en présence, entre autres, de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et du ministre français de l'économie et des finances. Il revenait de ce sommet que la zone franc de la BEAC aurait échappé de peu à une nouvelle dévaluation comme celle de 1994. Quel est votre avis en tant qu'ancien gouverneur de la BEAC, d'abord, sur la thèse, par exemple, de séparer du franc CFA, soutenu par de plus en plus d'éminents experts, économistes et activistes africains qui voient comme un moyen d'asservissement, du moins qui perçoivent cette monnaie comme un moyen d'asservissement de la France des richesses des pays africains de la zone CFA. Un mot sur la question avant de vous passer la parole pour le mot de la fin de cet entretien. Écoutez, le franc CFA, moi je suis entré à la Banque centrale en 1967. Et déjà avant ça, et depuis lors, c'est un sujet qui revient périodiquement au devant de l'actualité. Nous avons cette monnaie. Je voudrais que les Gabonais sachent que le fait que le Gabon soit membre de la zone franc et dispose du franc CFA est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été imposé. C'est vrai que quand nous étions encore une colonie française, lorsque le franc CFA est créé en 1945, au sortir de la guerre, oui, à l'époque, c'est la puissance coloniale française, la puissance dominante, qui avait décidé d'organiser les choses d'une certaine manière. Bien. Mais depuis lors, nous avons nous-mêmes, le Gabon est quand même indépendant depuis 1960. Si depuis 1960, nous avons estimé que oui, nous devrions rester, nous devons continuer à rester dans... C'est un choix. Ce n'est pas la France qui nous dit vous devez rester dans la zone franc. Ceux qui disent ça, ils racontent des histoires. Nous sommes dans la zone franc parce que nous estimons que c'est pour le moment notre intérêt globalement d'y rester. Si demain le Gabon veut sortir de la zone franc, il peut le faire. Il peut le faire. Il y a des pays qui étaient dans la zone franc qui sont sortis de la zone franc. La France continue à coopérer avec ces pays. Madagascar était membre de la zone franc comme nous. Ils sont sortis. Je n'ai pas entendu dire que la France a rompu toute coopération avec Madagascar. Le Mali était dans la zone franc. Ils sont sortis un moment. Et ils sont revenus dans la zone franc. La Guinée-Bissau n'était pas du tout une colonie française. Ils n'étaient pas du tout dans la zone franc. Ils ont demandé à rentrer dans la zone franc et ils sont maintenant membres de la zone franc. La Guinée équatoriale, plus près de nous, n'était pas une colonie française. Ils ont demandé à rentrer dans la zone franc et ils y ont été admis en 1984. Donc, il faut faire litière de cette idée qui traîne dans l'esprit des gens que le Gabon est dans la zone franc parce qu'il y est contraint par la France. Ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes dans la zone franc par choix. Et nous sommes dans la zone franc parce que nous pensons que pour le moment, c'est notre intérêt. Le franc CFA, il a quand même des vertus. Vertus de stabilité. Tenez, je lisais l'autre jour que le shilling kenyan, la monnaie du Kenya, a été dévaluée de, je crois, 10%. OK? Bon, personne n'en parle. Personne n'en parle. Nous avons une monnaie qui est une monnaie stable. C'est un grand avantage pour les Gabonais. C'est un grand avantage pour les entreprises qui travaillent au Gabon. C'est un grand avantage pour les gens qui sont à l'extérieur et qui veulent commercer, travailler avec le Gabon. Pourquoi? Parce que quand on a une monnaie stable, on peut prévoir. C'est important pour un investisseur de savoir que je vais investir au Gabon. Eh bien, dans 6 mois, dans 1 an, la valeur de la monnaie gabonaise, le franc CFA, sera toujours à peu près la même. Un autre avantage de la zone franc, du franc CFA pour nous,
nous sommes dans cette affaire groupés avec d'autres, n'est-ce pas? Dans la BEAC, nous sommes avec d'autres, avec 5 autres pays. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Tchad. Nous sommes 6. Eh bien, je pense que le fait d'être groupé avec d'autres pays, comment vous expliquer ça? Ça nous empêche certainement de faire, allez, je vais employer un mot simple, des bêtises sur le plan monétaire que nous ferions immanquablement si nous étions tout seuls. Parce que quand vous êtes seul, n'est-ce pas, vous subissez des tentations parce que les recettes fiscales ne sont pas rentrées suffisamment, vous êtes tenté de faire marcher la planche à billets, donc de demander à la Banque centrale d'émettre des liquidités qui en réalité n'ont pas de contrepartie dans la production nationale. Donc vous faites de l'inflation, n'est-ce pas? Le fait que nous soyons groupés fait que nous nous surveillons un peu mutuellement. Nous nous soutenons mutuellement et nous nous surveillons mutuellement. Si quelqu'un veut faire des bêtises, ben, les autres le regardent. Et ça l'oblige à rester quand même dans... Ce n'est pas rien, croyez-moi. Ce n'est pas rien. Je ne vais pas vous citer des anecdotes que j'ai vécues quand j'étais gouverneur de la BEAC, parce que ça nous amènerait, ça rallongerait les débats inutilement. Mais je pourrais vous en parler à titre privé, n'est-ce pas? Donc, moi, Madagascar est un pays que je connais, où je me rends de temps en temps, pour des raisons que tout le monde connaît, parce que ma femme est originaire de là-bas. Eh bien, à Madagascar, si une famille a un enfant qui est étudiant, par exemple, en France ou aux États-Unis, cette famille va à sa banque, donne un ordre de paiement à sa banque d'envoyer, je ne sais pas, moi, mettons 1000 $ à son fils qui est étudiant à New York, eh bien, la famille n'est pas sûre que cet ordre sera exécuté immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il faut que la banque dans laquelle, qui tient le compte de cette famille s'assure d'abord auprès de la Banque centrale que la Banque centrale va mettre à sa disposition les 1000 $ en question. Ici, à Libreville, si vous avez un enfant qui est étudiant en France, au Canada, ou je ne sais où, vous allez à votre banque, vous donnez l'ordre de lui envoyer 1000 $. Si vous avez la provision dans votre compte, vous êtes sûr que les 1000 $ vont partir et arriveront au compte de votre fils, n'est-ce pas? Donc, il y a des avantages. Le fait que la politique monétaire qui est pratiquée dans notre pays essaye de ne pas être trop laxiste, n'est-ce pas, permet d'avoir un taux d'inflation qui est relativement maîtrisé. Je crois me souvenir qu'en 2016, je crois que le taux d'inflation dans la zone CEMAC devait tourner autour de 2 à 3%. Regardez les autres pays africains. Le taux d'inflation est bien au-delà. Donc, et je mentionne encore un avantage. Nous sommes dans la CEMAC. L'intégration régionale n'est pas suffisante dans la CEMAC. Nous avons encore de très gros progrès à faire pour essayer de construire un véritable espace économique commun. Cet espace économique commun, imaginez-vous que si nous avions chacun sa propre monnaie, mais ce travail de construction d'un espace économique commun en Afrique centrale, il serait encore plus difficile. Tandis que là, nous avons la même monnaie, ça facilite forcément les choses. Forcément. Donc, pour me résumer, l'appartenance à la zone franc, c'est un choix de nos pays. Le pays qui veut sortir peut sortir. Peut sortir. Ça a déjà eu lieu, ça peut donc encore avoir lieu. Mais pour l'instant, nos pays y sont parce qu'ils estiment que globalement, c'est leur intérêt d'y être. Dernière chose, cette zone franc, elle a déjà beaucoup évolué. Plusieurs réformes y ont été apportées. Le simple fait qu'à un moment donné, avant c'était les Blancs qui dirigeaient la Banque centrale.
Le fait que maintenant, c'est les ressortissants de nos pays qui dirigent la Banque centrale, moi j'en ai été le premier gouverneur, mais c'est une réforme importante qui a été apportée. Elle est visible, celle-là. Donc, la zone franc, telle qu'elle est aujourd'hui, je suis sûr qu'elle va continuer à évoluer, et peut-être même qu'un jour, je ne sais pas quand, je ne peux pas le dater, un jour, nous couperons probablement le cordon ombilical avec la France, et nous resterons entre nous. C'est ce que je souhaite, moi, personnellement. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le fait d'être, comment dirais-je, d'avoir la protection de la France qui est l'élément fondamental. Pour moi, l'élément fondamental, c'est que nos pays acceptent d'avoir une construction monétaire commune. Et voilà qui a le mérite d'être clair au sujet de cette polémique qui est née sur le franc CFA, la zone franc, en sortir ou non. Vous avez eu là l'avis du Premier ministre Casimir Oyemba, que je rappelle avoir servi à la Banque des États d'Afrique centrale en tant que premier gouverneur noir de cette banque centrale. Monsieur le Premier ministre, nous sommes au terme de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder à votre cabinet. Nous vous en remercions d'ailleurs. Vous avez 2 minutes pour vous adresser aux Gabonais, les Gabonais qui, évidemment, ont assez souvent soif, je vous le rappelle, de vous entendre. Écoutez, je tiens encore une fois à vous exprimer toute ma gratitude à votre chaîne de télévision, TV+, d'être venu me poser des questions. J'espère que les réponses que j'ai apportées à ces questions ont permis d'éclairer quelque peu la lanterne des Gabonais, qui en a certainement besoin, parce que les problèmes qui se posent actuellement dans notre pays sont extrêmement complexes et extrêmement difficiles. Au terme de cet entretien, ce que je voudrais dire aux Gabonais, c'est que il faut que nous croyions en notre pays. Il faut que nous soyons tous attachés à garder ce pays en paix. Le Gabon a la chance, depuis son indépendance, de n'avoir jamais été en guerre contre un pays étranger, un pays voisin ou plus éloigné. Le Gabon a la chance de n'avoir jamais connu entre ses enfants une guerre civile. Nous devons tout faire pour maintenir cette paix au Gabon. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Il faut aussi que la gestion générale de notre pays profite à tous ses enfants, au maximum de ses enfants. Et c'est pour cela que tous les Gabonais, je pense, doivent être attachés à ce que la gouvernance de notre pays s'améliore. Ce n'est pas du tout une exigence qui vise nommément telle ou telle personne, tel ou tel responsable. C'est une exigence normale dans un pays. Je souhaite que le Gabon progresse dans l'amélioration de la gouvernance générale, aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, etc. Nous avons des ressources. Le Gabon a la chance d'avoir des ressources qui sont importantes. Il suffit que nous sachions les exploiter de manière intelligente pour que notre pays aille de l'avant. Donc mon souhait, c'est que le Gabon aille de l'avant. Le Gabon qui doit aller de l'avant, c'est le souhait de tous les Gabonais, évidemment, de ses fils et de ses filles. Ces choses à souhaiter, bien sûr. Ainsi prend fin cet entretien énième du genre. On se retrouve très prochainement pour un autre invité, un autre rendez-vous également, et sur des questions toujours relatives à la vie de la nation gabonaise. À bientôt.